les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensé et réalisé par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e rendez-vous de la 4e saison des rendez-vous d'une campagne agricole. On vous avait laissé la dernière fois, on était en Sologne, il faisait un petit peu froid. On se retrouve aujourd'hui, on est chez Olivier Corre qui se présentera tout à l'heure. On est à Nantes, pas loin de la Loire, et il fait beaucoup plus doux. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un rendez-vous qui va être plus axé sur l'activité biologique. C'est un sujet qui est très à la mode. On parle beaucoup de sols vivants. On a entendu beaucoup que les sols étaient morts. L'homme est en train de redécouvrir ce qu'il a sous les pieds. J'avais retenu un chiffre il y a encore 10 ans qui disait qu'on connaissait à peine 10% de ce qu'on avait sous les pieds. J'espère qu'on a fait des progrès depuis. Et ça a fait dire à certains que la nouvelle frontière, ça n'était pas la planète Mars, mais c'était bien ce qu'on avait sous les pieds. Et donc, on va orienter le sujet sur l'activité biologique des sols, ce que les sols abritent. Et j'ai envie de commencer par te poser la question, Frédéric. Pour toi, quelle est la place de cette activité biologique dans la production agricole ? Donc, à partir du moment où on a souhaité limiter, voire supprimer le travail du sol, on a été confronté à des problèmes d'organisation de structure et de recyclage de la matière organique et des résidus et de la matière organique. Et en fait, on s'est très vite aperçu que si on voulait se permettre de ne plus travailler le sol, il fallait qu'il ait une organisation structurale favorable. On a regardé assez vite ce qui se passait du côté des prairies, ce qui se passait du côté des forêts. Et là, on s'est aperçu que c'est l'activité biologique globale qui entretenait, réparait et construisait en permanence cette organisation structurale qui était presque plus favorable que ce que l'on pouvait obtenir avec de la mécanisation. Et donc on a vraiment commencé à reconsidérer cette activité biologique avec comme symbole le ver de terre, qui est devenu le symbole de la revue, le symbole de plein d'organisations. Et c'est vrai que c'est un élément macro dans l'ensemble de cette activité biologique. Ensuite, on a commencé à parler de bactéries, on a commencé à parler de mycorhizes, et aujourd'hui, c'est un petit peu un des éléments qui est un petit peu en vogue lorsqu'on parle d'activité biologique des sols. Alors, on avait vu les dernières fois, on avait parlé de carbone, on a parlé d'azote, qui sont en fait des éléments qui sont liés au cycle, au pluriel de la fertilité des sols. Et on sait que l'activité biologique va venir structurer les sols, va venir consommer de la matière organique, va venir nourrir les plantes. Dans le concept que tu aimes bien d'autofertilité, toi tu parles d'autofertilité des sols, quelle est la place de cette activité biologique ? En fait, là, on est presque face à un paradoxe. Parce que si on voudrait conserver du carbone dans les sols, augmenter les taux de matière organique et développer de l'activité biologique, en fait, l'ensemble de cette activité biologique-là va se nourrir du carbone et va en fait, en respirant, émettre des quantités de CO2. Et lorsque on parle d'autofertilité, on va essayer de regarder les choses plus dans la continuité. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner quantité, on va plus raisonner flux. Et si on veut une activité biologique performante, il va falloir que l'agriculteur apporte en continu de l'alimentation de qualité
Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes quantités, mais c'est important d'avoir une alimentation continue et de qualité, qui fait que cette activité biologique-là va pouvoir évoluer, se développer sans à-coups, sachant qu'elle va consommer des grandes quantités d'éléments et renvoyer aussi du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est, comme on l'a dit la dernière fois, c'est bien le bilan entre entrée et sortie qui permettra à terme d'avoir un stockage positif de carbone dans le sol. Alors Olivier, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir là-dessus parce que c'est extrêmement important cette notion d'alimentation régulière. J'aime bien prendre l'exemple de troupeaux de vaches. Pendant très longtemps, on a traité notre sol comme on traiterait un troupeau de vaches si on les nourrissait le lundi et si on allait les traire le samedi. En quantité, ça peut marcher d'un point de vue comptable. Si on sait qu'il y a besoin de 500 litres d'eau par jour et 2 tonnes de fourrage, il suffit d'apporter 12 tonnes le lundi et puis de venir traire le samedi. Mais quand on fait ça, les vaches meurent. Et on ne s'est jamais posé la question sur un sol. On a apporté une fois tous les 5 ans des grosses quantités de fumier, ou quelquefois rien du tout pendant des rotations entières. Et on s'étonne après des réponses un peu erratiques des sols. Et là, tu posais la question de savoir l'importance de la vie biologique. Eh bien, juste un exemple tout simple. Vous avez besoin d'azote. La plupart du temps, les plantes l'absorbent sous forme NO3-. Tout le NO3-, quasiment 90%, même quand vous apportez sous forme d'ammonitrate, passe par des micro-organismes. Donc, comme tu le dis souvent, c'est une courroie de transmission. C'est plus qu'une courroie de transmission, c'est la seule courroie de transmission permettant de la nutrition des plantes. Vas-y Frédéric. Ouais, merci Olivier de cette précision. En fait, aujourd'hui, il faut être conscient que les agriculteurs doivent nourrir de manière à peu près identique trois choses. Un troupeau, de la méthanisation, parce que ça va marcher de la même manière. Il faut respecter les équilibres avec une alimentation continue et également les sols. Et cette continuité, cette qualité d'alimentation est essentielle si on veut développer des sols qui fonctionnent bien. Ça m'amène à une deuxième remarque. Il y a l'Atlas européen des sols qui a été une étude des sols agricoles au niveau européen que je trouve extrêmement intéressante. Et on voit justement qu'il y a de fortes attaques sur la biodiversité dans ces sols-là au niveau des zones de culture intensive. Et on revient à ce que je disais au début, ça aboutit sur des discours, les sols sont morts, etc. Les pratiques agricoles modernes ont un impact négatif. On pointe souvent du doigt d'ailleurs l'utilisation des produits phytosanitaires. Quel est le lien entre les systèmes intensifs dont on sort, j'ai envie de dire, l'agriculture de la révolution verte des 70 dernières années et le déclin de cette activité biologique? Disons que dans cette analyse-là, on a souvent fait des raccourcis. À partir du moment où les parcelles grandissent, c'est forcément moins bon. À partir du moment où on met de la chimie dans le système, c'est forcément moins bon. Mais on n'a pas essayé de regarder comment on pouvait reconstruire, même avec ces ingrédients-là, des systèmes où en fait on a une continuité végétale. Et des systèmes où on arrive à insérer une grande diversité végétale, des systèmes où on va aussi supprimer ou limiter très fortement le travail du sol, puisque c'est peut-être la première question qu'il faut se poser, c'est que c'est un milieu vivant. Et un milieu vivant, ma foi, la première chose pour le préserver, c'est d'arrêter de le retourner, de le malaxer, de l'exposer à des périodes d'extrême sécheresse ou de l'exposer à des périodes d'extrême humidité. Et c'est tout l'inconvénient du travail du sol. Et en fait, avec l'expérience que l'on a et ce qu'a apporté l'agriculture de conservation, on sait qu'on obtient des grandes quantités d'éléments minéraux disponibles parce qu'on a perturbé très fortement l'activité biologique. Donc si on veut recréer l'activité biologique, en fait, il va falloir qu'on limite fortement le travail du sol, ça va être une entrée importante, qu'on ait une continuité végétale sur les parcelles, qu'on arrive à
dynamiser la diversité végétale sur les parcelles. Alors, si les cultures sont plutôt en monoculture, parce que c'est plus facile à travailler, à récolter, au moins avoir cette diversité ou plus grande diversité végétale dans la période de couverts végétaux. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, avec les colzas, que l'on peut faire un colza associé. On a de la diversité végétale déjà dans la première partie de végétation et on arrive à conserver un peu de légumineuses comme des trèfles et les luzernes qui vont arriver à qualifier l'interculture ensuite, mais le végétal est là et donc le végétal va entretenir cette diversité d'activités biologiques qui va pouvoir être transférée tout au long de la rotation. Oui, donc moi je suis d'accord, c'est la diversité. Cette diversité-là est vraiment extrêmement importante. Tu te demandais, est-ce que les sols sont morts? Moi je pense que les agriculteurs vont mourir avant les sols de ce problème-là. En tout cas, c'est un risque majeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des sols qui se sont adaptés en fonction de leur couvert végétal et du climat sur des temps qui sont longs, qui sont de 3, 4, 5, 6, 7 000 ans. Et avec un bon équilibre, on arrive et on change régulièrement avec un temps extrêmement court, le temps de l'agriculture est très très court, sur un support qui lui est inchangé. Donc le sol est là, et c'est l'héritage de ce qui s'est passé, il a beaucoup de mémoire, et on impose à ce sol-là différentes cultures qu'il n'a jamais vues, et qui va voir très peu de temps. Et on imagine que l'interface va se faire d'une façon magique, mais ce n'est pas le cas. Et donc une façon d'améliorer cette possibilité d'interfaçage entre un milieu qui est là, porteur de son histoire, de ses spécificités, adapté à la couverture végétale qu'il connaissait, d'être capable de nourrir des plantes qu'il ne connaît pas, je dirais complètement exogènes. L'une des meilleures façons, c'est de rendre cette interface la plus diversifiée possible, d'avoir le maximum de possibilités. Et c'est ce que construit Frédéric depuis des années et des années, et je crois que c'est une des clés majeures, c'est d'avoir la plus grande diversité possible à tous les étages, que ce soit végétal, que ce soit microbien, que ce soit macro-organisme. Toujours privilégier le fait d'avoir la plus grande diversité possible. En quoi, justement, l'activité biologique est-elle l'interface entre le monde atmosphérique des plantes et le monde tellurique très, très minéral? Comment ça fonctionne? Comment c'est organisé? Et comment est-ce qu'en fait on peut... le développer. Mais avant, présente-toi parce qu'on ne sait toujours pas qui tu es. Voilà, donc je m'appelle Olivier Corr, je travaille donc dans une entreprise qui s'appelle l'Allemand, une entreprise canadienne, comme son nom l'indique évidemment, et je suis responsable du service agronomie pour cette entreprise. Et avant cela, j'ai travaillé pendant une petite vingtaine d'années dans une coopérative agricole au sein du service de recherche et développement en agronomie. Donc j'ai suivi 2 stations d'expérimentation, notamment en BPE. Donc je crois que je fais partie des gens qui ont fait pas mal de bêtises, qui ont fait faire pas mal de bêtises. On se connaît avec Frédéric depuis un certain temps aussi. Donc voilà, donc je pense que j'ai suivi pas mal d'exploitations dans plein de systèmes différents. Et des exploitations dites hors sol, ce qui n'a aucun sens au niveau agronomique évidemment. Des exploitations extrêmement intensives avec de la monoculture de maïs, des exploitations de polyculture élevage. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était probablement urgent de réfléchir un petit peu différemment. Et c'est ce qui m'a conduit chez l'Allemand aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui m'a conduit à base, au tout début de base, c'est aussi ce qui nous a conduit à faire des expérimentations. Et tu disais le côté agricole. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation, mais l'expérimentation au sens réel du terme, c'est en grande parcelle, etc. Et sur du temps assez long. Et on s'est pris, je pense, on peut dire, des grosses gamelles. Je pense que toi aussi, Frédéric, on a appris par erreur, hein, beaucoup. Et ensuite, effectivement, comme tu disais, on a essayé de comprendre. Alors, comment ça marche? Comment c'est structuré? Pour essayer de répondre à ta question, j'y arriverai pas à répondre à ta question, hein. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'un sol, souvent la population d'un sol est très endémique, c'est-à-dire très localisée. Les sols traversent rarement la route, et s'ils le font, c'est pas bon signe. Et donc,
dans deux parcelles différentes, une même fonction est remplie souvent par des micro-organismes différents ou par des macro-organismes un peu différents. Alors, les macro-organismes ont beaucoup plus de capacité à se déplacer, etc., etc. On retrouve beaucoup plus d'unités, quoique. Quand tu parles de macro-organismes, c'est quoi? C'est les vers de terre? Ce sont des nématodes. Hein. Le premier et l'un des plus importants macro-organismes du sol en termes de poids, d'activité, etc., sont les nématodes, qui sont très positives dans 99% des... Oui. Oui, tu dis nématode à un agriculteur, alors surtout s'il fait des légumes ou de la betterave, il va commencer à sortir le fusil. Tu dis, c'est la première échelle des macro-organismes. Tu dis qu'ils sont positifs. Quel est leur rôle à la louche? Leur rôle est un rôle d'équilibre. Ils équilibrent beaucoup les flores fongiques, les flores bactériennes. Ils sont également à la base de beaucoup de structuration, donc de passage d'air, d'échanges gazeux. Ils contribuent énormément à alimenter les micro-organismes, à dégrader, être en fin de chaîne de dégradation des matières organiques. Donc il y a vraiment, ils couvrent une plage de fonctions très 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 vaste dans le sol. C'est une des étapes essentielles dans tous les cycles qui tournent autour du carbone, de l'azote, de la potasse. Donc c'est vraiment une clé. Et ça a été vu déjà dans... Je crois qu'une des premières thèses que j'ai lues là-dessus, qui était faite avant 1900, avec un magnifique graphique fait à la main, etc., à la plume, c'est prodigieux. Et au centre, ils ont essayé d'étudier les micro-organismes et les macro-organismes d'un sol dans la région parisienne, à Versailles. Et au centre, la clé, là où arrivent presque toutes les flèches et là où repartent toutes les flèches, ce sont des nématodes. Très bien. Et excuse-moi, je t'ai coupé. Donc tu disais les macro-organismes, donc ce sont ces nématodes, et puis tout ce qui va venir au-dessus, collemboles, jusqu'au sans doute au gros vers de terre. Donc eux ne peuvent pas traverser la route, et tu parlais en fait de stabilité de cette activité biologique. De stabilité ou en tout cas d'héritage. C'est-à-dire qu'en fait, ces macro-organismes peuvent un peu plus bouger, mais les micro-organismes, eux, sont vraiment beaucoup plus spécifiques d'une parcelle à une autre ou d'un sol à un autre. Et ça donne probablement des personnalités à des sols. Donc, sans micro-organismes, on n'a pas de macro-organismes. Dès que vous voyez des micro-organismes, c'est bon signe parce que vous avez une microflore qui est sous-jacente. Mais cette microflore est quelque chose, quand vous amputez cette microflore d'une espèce, par exemple, parce que vous avez travaillé le sol, parce que, etc., et que ce n'était pas compatible avec la survie de ce micro-organisme-là, eh bien, vous l'avez perdu, tout simplement. Donc, sa fonction va toujours être reprise par d'autres micro-organismes, mais ce micro-organisme-là, vous l'avez perdu. Et donc, petit à petit, vous réduisez la diversité. Et vous aurez beau avoir changé le système, passer à un système beaucoup plus respectueux, sans travail de sol, avec des matières organiques, etc., cette espèce-là ne réapparaîtra pas. Elle a disparu. D'autres vont se spécialiser, d'autres vont prendre la place. Mais il faut bien comprendre que c'est une des raisons de la mémoire du sol. Vous êtes dépendant de ce qui a été fait sur vos parcelles dans les 100, 200 ans passés. Ça me rappelle une remarque que tu as eue tout à l'heure. Tu parlais d'une coopérative avec un nom bizarre, GPS, et qui avait mis en lumière ça. Tu peux nous en dire un mot? Ouais, donc déjà, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Je le constate sur mes parcelles et je l'ai constaté sur des parcelles d'autres agriculteurs. L'histoire du sol, enfin le mode de gestion qui a été fait pendant au moins 50 ans, voire plus, a énormément d'impact sur la manière dont le sol peut se réveiller. C'est un petit peu la terminologie que j'utilise. Certaines parcelles, on a beau changer les pratiques, vont mettre beaucoup plus de temps que d'autres. Et donc, c'est clair que les modes de gestion, mode de gestion, c'est sur l'activité biologique, c'est les transferts ou non de matière organique, positifs ou négatifs. C'est la fertilisation, c'est les cultures qu'on a pu avoir sur les parcelles, l'historique forestier ou pas. Donc tout ça va énormément influencer l'état d'un sol, sachant que l'agriculteur reste, et c'est important, le moteur
au moment T de faire bouger aussi et de continuer à faire bouger cette activité biologique. Et en tant qu'agriculteur, n'étant pas un spécialiste de l'activité biologique en général, je suis persuadé que d'insérer un maximum de diversité végétale va concourir à augmenter la diversité de l'activité biologique dans mon sol, sachant que les plantes vont inviter des organismes, sachant qu'on transporte aussi avec les plantes une quantité importante, ça c'est sur les graines ou dans les graines, ce qu'on appelle un microbiote d'activité biologique. C'est des transferts que l'on fait d'activité biologique, on vient enrichir son activité biologique, et il est toujours crucial, et comme tu l'as dit Olivier, d'appuyer sur l'accélérateur diversité, parce qu'on ne sait pas par quel bout ça va nous rendre service, mais quelque part ça nous rendra toujours service, même des services auxquels on ne verra pas, mais ça peut éviter des ennuis. J'arrive à ta question, Mathieu. C'est une coopérative qui s'appelle GPS dans le 04. Et en fait, cette coopérative a fait, pour essayer de développer l'agriculture de précision, plusieurs travaux. Et ils sont arrivés à la conclusion assez intéressante qu'en fait, il fallait reprendre les cartes, ou plutôt les photos aériennes de l'armée américaine à la sortie de la guerre, qui permettaient de bien visualiser les anciennes parcelles. Et en fait, quand on superposait ces anciennes parcelles de 70 ans à peu près, avec des cartes de rendement aujourd'hui, eh bien on s'apercevait que ça matchait. Et donc, ils sont partis du constat que plutôt que d'essayer de refaire un découpage aujourd'hui des parcelles pour faire une préconisation en agriculture de conservation, autant partir du parcellaire sorti de guerre et d'essayer de partir de ça et de faire une des préconisations par rapport à ce parcellaire d'époque. Il y a deux sujets qui sont soulevés ici. Donc Olivier, tu nous disais que l'activité biologique, elle appartient à un lieu et elle fait partie du temps long, ce qui a été vérifié par cette coopérative. Chez moi, ça soulève deux sujets. C'est en fait la notion de terroir, et qui est une notion qui est particulièrement française et que je trouve extrêmement intéressante. Et ça fait aussi appel à un sujet qui me passionne, qui est la fermentation. Alors il y a les fermentations qui me passionnent, qui sont les fermentations alcooliques. Parce que voilà, la bière, le vin, etc. Mais j'avais lu une expérience d'un chef cuisinier qui s'appelle Yannick Aleno, il me semble, et qui avait testé en fait la dégustation de légumes et de carottes qui venaient un peu partout, de tous les terroirs français. Et en fait, en tant que produit cru, il n'y avait aucune différence à la dégustation. Une fois qu'on les avait fait lacto-fermenter, donc en gros qu'on les avait transformés en ce qu'on fait avec le chou et la choucroute, une lactofermentation. Par contre, là, ils exprimaient effectivement un terroir et sans doute la diversité des micro-organismes qui étaient présents sur la peau de ces légumes. Alors, je ne sais pas ce que ça peut te... Ah bah ça fait beaucoup de sens. Je reviens du Brésil. On a une activité importante et c'est ce qu'ils sont en train de voir avec le café. Donc, ils s'aperçoivent qu'en maîtrisant donc, les fermentations post-récolte sur du café, ils exprimaient des goûts et des saveurs totalement différentes dans le café et fonction du terroir, de la parcelle. Donc oui, ça fait écho à plein de choses. Je me souviens il y a plusieurs choses. Savéol avait fait des tomates qui avaient beaucoup plus de goût, des tomates sous serre qui avaient beaucoup plus de goût sur une même variété que d'autres, en rajoutant des matières organiques, des humines dans les serres. Donc je pense que le terroir, de par sa capacité à fournir différents éléments, et on oublie souvent les petites molécules organiques qui sont absorbées par les plantes, qui sont capables d'absorber autre chose que des éléments type nitrate ou potasse, etc., et qui se combinent avec, sous forme de tanins dans le raisin, sous forme de polypeptides différents d'aromatiques, molécules aromatiques dans les légumes. Donc ça me paraît pas du tout... ça me paraît tout à fait logique. Et je pense que tu parlais de fermentation, mais je pense que simplement à la cuisson, ou des choses comme ça, il peut y avoir des différences très importantes. Et que c'est des choses qu'on va redécouvrir et qui sont intéressantes à niveau régional, je pense.
Ouais, on est un peu sorti du sujet, mais on voit qu'on est sur des sujets qui peuvent aller très très loin, jusqu'à toutes les propriétés organoleptiques et aussi Les AOC sur carottes, par exemple. Oui. Ouais, ou même, je pense à Jean-Michel Duruy et son concept de santé globale. Enfin, il y a plein de choses, mais on va revenir à quelque chose de plus agricolo-agricole. On a parlé d'activité biologique, d'avoir un sol qui soit performant pour pouvoir être accueillant, donc un sol performant, une structure bien organisée, une alimentation en continu de qualité de ces micro-organismes, alimentés par la diversité végétale qu'on va installer. Tu nous as dit que c'était du temps long, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez rassurant, hein, on a assez peu de marques sur ce qu'on a fait, en faisant toutefois attention que quand c'est perdu, c'est perdu. Et c'est la question un peu provocante que j'ai envie de te poser. Chez l'Allemand, vous vendez des micro-organismes, justement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage, c'est-à-dire d'inoculer dans le milieu soit des espèces qui sont indésirables, qui vont booster le système et qui vont prendre la place d'autres. Voilà, comment est-ce que vous placez les bornes de votre action pour respecter tout ce qu'on a vu avant? Alors là, je vais faire une réponse en plusieurs. En interne, nous avons choisi, mais c'est un choix véritable, d'orienter la vente de micro-organismes vivants sur des micro-organismes associés aux plantes. Strictement associés aux plantes. C'est-à-dire qu'on ne vise absolument pas des modifications du sol. Donc chez l'Allemand, on a pris une décision, on a fait des choix, justement à ce propos-là. Le premier des choix, c'est que tous les micro-organismes vivants sont vendus, créés, développés, etc., s'ils sont associés à une plante. On ne cherche absolument pas à modifier le milieu ou le sol. Il faut savoir que d'avoir un sol accueillant, un sol qui permette le développement de micro-organismes, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et c'est l'élément principal et premier. Nos produits ne s'inscriront que sur des parcelles qui ont suivi ce type de démarche ou d'histoire. Les produits que l'on vend vivants s'associent aux plantes, l'idée étant de dire, voilà, une plante qui arrive de l'Asie, de je ne sais où, d'un sélectionneur à tel endroit qui arrive dans cette parcelle-là, inconnue pour elle. L'idée, c'est de lui apporter un petit cortège, comme tu disais tout à l'heure, des micro-organismes dont on sait qu'ils ont un effet positif. Si ça se trouve, sur place, elle va sélectionner d'autres micro-organismes qui sont encore plus performants que ceux qu'on a mis là. Mais par défaut, si jamais elle n'a pas d'associés, d'alliés dans le sol, ben elle va au moins avoir cela. Donc c'est un espèce de niveau minimal qui va permettre d'avoir une meilleure interface ou d'être plus sûr d'avoir une interface correcte avec le sol. Mais ces micro-organismes-là sont conçus, développés pour que leur population diminue ou disparaisse dans le sol quand la plante disparaît. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on fait extrêmement attention. Sachant que le risque de déstabiliser une microflore d'un sol est extrêmement faible. On travaille avec des quantités de micro-organismes phénoménales par gramme de sol, et en comparaison à ce que l'on peut apporter. Pour deux raisons. D'abord parce que si on apportait une quantité suffisante pour déstabiliser, on aurait des coûts phénoménaux. Et pour une autre raison, c'est que si on faisait ça, on serait absolument dans l'impossibilité de contrôler ce qui peut se passer. Donc il y aurait un risque majeur. Donc on évite ces deux aspects-là. On a quelques produits qui sont ciblés sol, mais ce sont des produits qui sont toujours morts. Donc ce sont soit des éléments qui vont apporter de l'énergie à un moment donné, soit qui vont cibler une réaction, créer une réaction dans le sol, mais jamais des éléments vivants. Donc c'est quelque chose auquel on ne croit pas, c'est surtout quelque chose qu'on ne souhaite pas. Merci pour ces précisions. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse. Vous avez lancé un programme de recherche participative. Alors c'est vrai que c'est assez rare parce que généralement on est sur des systèmes où en interne il y a beaucoup de recherche-développement, puis on sort un produit miracle, marketing qui va être vendu, etc. Et là la démarche c'était de faire un réseau de recherche participative. Et si j'ai bien compris, c'était de tester en fait des mycorhizes que vous avez sélectionnés et de les amener non pas sur la culture, en l'occurrence un maïs directement, mais de les mettre dans l'interculture pour que ça profite au maïs. Alors j'ai deux questions. C'est la première, pourquoi vouloir tester cette piste-là? Est-ce que la mycorhisation directe
serait moins intéressante qu'une mycorhisation de l'interculture. Ça, c'est le premier facteur. Et deuxièmement, pourquoi avoir lancé un réseau de recherche participative avec des agriculteurs, dont Frédéric, sur ces sujets-là? Alors, à la première question, deux réponses principales. La première, c'est que oui, c'est mieux d'avoir un réseau mycorhizien installé quand le maïs arrive que de le développer à partir de spores. Parce que les spores de champignons mycorhiziens germent sur la présence de racines. Il faut qu'ils détectent une racine. Et ensuite, ils vont germer, créer un nif qui va venir coloniser la racine. Et ensuite, ils vont pomper de l'énergie à la plante pour développer leur réseau. Parce qu'ils ne sont pas indépendants trophiquement. Ils ont besoin des sucres de la plante. Donc, on va développer 1 tonne, 1,5 tonne, 2 tonnes de matière organique dans le sol aux dépens de la plante. Ce qui, évidemment, va être autant d'énergie qu'elle n'utilisera pas pour elle. Juste une petite parenthèse, si certains de nos auditeurs ne sont pas familiers avec le mot mycorhize, il s'agit donc en fait de réseaux de filaments de champignons qui vivent dans le sol et avec une sorte d'échange pétrole contre nourriture. Donc en fait, ils vont pénétrer dans la racine, la plante va les nourrir et en échange, ils vont aller chercher de l'eau et des éléments minéraux et sans doute plein d'autres choses pour elle. Un exemple, la truffe par exemple. Absolument, c'est exactement ça. Et donc ça, c'était le premier élément de réponse. Oui, c'est mieux d'avoir un réseau mycélien que des spores directement sur le maïs parce que le cycle du maïs est court. Ce serait un arbre, ce serait une luzerne qui serait implantée pour 4 ans, etc., etc. Ça aurait plus de sens, mais pour un maïs, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est une raison de coût. Produire des spores de champignons mycorhiziens, surtout ceux-là qui sont difficiles à produire, ils ont des intérêts agronomiques, mais ils sont difficiles à produire, donc ils coûtent cher. Donc si on vendait la quantité, si on voulait vendre à un agriculteur la quantité nécessaire pour avoir des résultats agronomiques intéressants, ça lui coûterait, on avait calculé, 500, 1000, 1500, 2000 euros de l'hectare. Si je dis ça à mon agriculteur en face, il va me tuer sur place. Et il n'aura pas tort, parce que voilà. Donc notre idée, c'est d'utiliser le sol de l'agriculteur comme un fermenteur. Le dernier fermenteur de l'allemand, c'est l'agriculteur. On coproduit finalement le service. Et à ce moment-là, on arrive sur des coûts qui sont beaucoup plus raisonnables. On ne sait pas exactement combien, puisque justement, c'est l'objectif du programme, c'est de voir si ça fonctionne, etc. Donc, deuxième partie, pourquoi une recherche participative? D'abord parce qu'on en avait envie. Ça, c'est la première chose. Et on en avait envie pour des raisons extrêmement pragmatiques. Si on veut co-développer un produit, c'est-à-dire que l'agriculteur fasse la dernière phase de multiplication à notre place, sur notre produit, encore faut-il s'assurer de deux choses. Que ça marche dans tous les cas de figure et que l'agriculteur puisse le faire d'une façon pratique. Et ça, on ne peut le tester qu'avec l'agriculteur. Donc en fait, il était naturel dans ce programme-là d'intégrer des agriculteurs dans notre phase de recherche, puisqu'ils font partie de la chaîne de production. Donc il n'y avait pas d'autre alternative en fait. Donc et puis ça nous donne une foultitude d'autres informations, pour être tout à fait honnête. On a des contacts avec des agriculteurs. Moi, j'aurais souhaité 500 agriculteurs. On en a 80. Donc il reste 420 places aux auditeurs si ça les intéresse. De toute façon, on va mettre dans la description du podcast, vous aurez le lien si ça vous intéresse pour participer à ce programme-là. Est-ce que c'est le dernier mot? Est-ce que, messieurs, c'est votre dernier mot sur l'activité biologique? Ou alors est-ce qu'on attaque la dernière partie de notre podcast et on va aller taquiner la régénération des sols à l'international? Il y avait deux points qui me font réagir. Il y avait un terme que tu as utilisé, et moi j'aime bien utiliser celui-ci. L'activité biologique n'est que la courroie de transmission. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui redécouvrent l'activité biologique et qui se disent que ça va être la solution à tous les systèmes agricoles et ça va les permettre de performer. Oui, c'est un élément dans la boîte à outils, mais si on n'a pas de fertilité disponible dans le sol, eh bien, on peut développer et essayer d'implanter toute l'activité biologique que l'on veut. On aura toujours des difficultés d'alimentation. C'est même pire que ça, et ça va me mettre en lien avec l'expérimentation, c'est-à-dire que plus une plante devra solliciter son système racinaire, devra solliciter les mycorhizes, devra financer de l'activité biologique pour aller chercher quelque chose qui est rare dans le sol,
plus elle va dévier de la photosynthèse et donc va minimiser son potentiel de rendement. C'est d'ailleurs pour ça que tous les essais qui sont faits, les démonstrations sur l'intérêt d'apporter de la fertilisation sont toujours positifs. Parce qu'en fait, ils permettent de contourner de l'activité biologique et avec une alimentation plus ou moins directe. On se retrouve presque en intraveineuse. Donc automatiquement, on a un effet positif. Et donc c'est bien une forme d'équilibre qu'il faut qu'on arrive à trouver au niveau du sol. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'activité biologique pour nourrir une partie ou compenser une partie qui permettra, si on a des à-coups, d'être beaucoup plus résilient et qu'apportera des bénéfices périphériques, comme protéger la plante, comme apporter des enzymes ou des acides aminés. Et il y aura des économies qui seront faites au niveau du végétal. Donc, c'est important de regarder ça comme un équilibre. Ensuite, cette idée d'expérimentation à la parcelle, je trouve ça une idée assez exceptionnelle parce que ça permet d'être déjà face à la diversité de la parcelle, parce qu'une parcelle agricole n'est pas quelque chose d'isolé. On a déjà une grande diversité au sein de la parcelle, et si ça marche dans ma zone sableuse, j'espère aussi que ça va marcher dans ma zone limoneuse ou dans ma zone argileuse. Ça va permettre de tester au sein de l'ensemble de la ferme, de voir vraiment dans un système agricole avec un climat qui peut être aléatoire en fonction des années. Donc on est vraiment dans le contexte agricole. On va être aussi confronté à l'ensemble de la logistique de l'agriculteur. C'est comment on va utiliser le produit, comment le produit va passer dans le semoir, on va passer dans l'épandeur d'engrais, combien de temps je vais consacrer, quel est le coût supplémentaire d'application, parce que souvent, dans l'application d'un produit, on a du mal à intégrer le coût, ou si le coût devient trop contraignant, ou la mise en œuvre trop contraignante, eh bien, on ne le fait pas. Donc, ça permet de confronter tout ça, et je suis certain qu'en s'appuyant sur les réseaux agriculteurs de conservation, on aura des retours très intéressants, voire même des conseils d'amélioration pour gagner un temps important dans l'utilisation, si c'est une idée intéressante pour demain. Merci pour ce mot de la fin. C'est pas le mot de la fin sur cette partie-là. J'aimerais qu'on échange maintenant sur un sujet complètement différent. Vous avez tous les deux une expérience internationale. Donc Frédéric, toi d'ailleurs, tu as découvert des agricultures innovantes dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Australie. Olivier, toi, tu nous reviens du Canada. Tu voyages un petit peu partout sur la planète avec tes fonctions. La question que j'ai envie de vous poser, on parle d'agriculture de régénération en France, certes, mais ce sont aussi des sujets qui se développent beaucoup à l'étranger. Par exemple, Olivier, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce qui est en train de se passer au Canada sur ces sujets-là ? Alors c'est amusant comme question parce que la semaine dernière, j'ai eu un entretien avec une coopérative qui s'appelle Solio, donc ancienne Coop Fédérée, qui est une très grosse coopérative au Canada. Et j'ai eu la surprise, véritablement la surprise, de m'entendre dire qu'ils souhaitaient basculer complètement leur mode de production vers des modes de production de type agriculture de conservation et sur une échelle extrêmement importante. Ils ont complètement restructuré leur station d'expérimentation. Ils la mettent en friche, ils mettent un tiers en friche dès maintenant, dès cette année, pour la laisser en friche au moins 3 ans, pour pouvoir reprendre des essais avec des échelles complètement différentes. Donc on entendait plus parler d'agriculture de régénérative ou de conservation en France, en Europe, qu'au Canada, il y a 2 ans et demi. Et le bruit, j'allais dire, est monté tout doucement, pour tout un tas de raisons. Et je pense que la pandémie n'y est pas étrangère, parce que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'avoir une certaine autonomie alimentaire aussi. Donc il y a tout un tas de concepts, des problèmes sur les insecticides, résistance des insectes. Sur tous les sujets, l'agriculture dite conventionnelle est dos au mur et va être contrainte à trouver d'autres solutions parce que de toute façon, ils tombent sur des impasses techniques
maintenant ou dans 5 ans, mais pas beaucoup plus de temps que ça. Donc ils ont choisi de basculer. Et sur une structure comme ça, de prendre ce type de décision, ça, c'est typiquement anglo-saxon, j'allais dire. Même si je dis ça aux Québécois, ça ne va pas plaire, mais il faut quand même oser le faire. C'est extrêmement courageux, je pense extrêmement pertinent. Et voilà, donc c'est en train de basculer complètement. Et je ressens la même chose aux États-Unis depuis 3 mois. On est sollicité, on est énormément sollicité aux États-Unis depuis 3-4 mois. Et je pense que ça a commencé par des États qui ont imposé l'utilisation de micro-organismes sur les bordures de route en herbe. Ça paraît stupide, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, des agriculteurs qui se posent vraiment beaucoup de questions, y compris à cause de l'érosion, pour tout un tas de raisons. Et on sent les gens basculer. Et c'est rigolo parce qu'on a l'impression d'atteindre une masse critique. Et je ne serais pas surpris que dans l'année qui vienne, il y ait des bouleversements aux États-Unis à ce propos. Frédéric, toi aussi, tu as une expérience nord-américaine alors qui est ancienne et qui est régulière, parce que je sais que c'est un pays avec lequel tu as beaucoup d'attaches et pour lequel tu as beaucoup d'affection. Si on fait un peu une rétrospective sur d'où ils sont partis et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, et quels sont en fait les points communs ou les différences avec les systèmes ouest-européens, qu'est-ce que tu dirais ? Je démarrais par l'idée de l'innovation, et tout à l'heure tu disais tu as découvert l'agriculture de conservation. J'aimerais en fait penser autrement. L'innovation, c'est pas quelque chose qui naît d'un seul coup, c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est un cheminement. Et en fait, les idées s'amalgament progressivement. Et c'est vrai que j'étais un petit peu confronté à l'érosion, confronté à laisser des zones non travaillées pour permettre les chemins de l'eau dans les parcelles. J'ai pratiqué le non-labour, et on appelait ça le conservation tillage à l'époque, donc on travaillait encore avec des chisels. Donc on m'a parlé de matière organique, on m'a parlé d'érosion, on m'a parlé de vers de terre. Donc ça, c'était déjà un socle qui m'a permis de continuer d'évoluer par toutes les rencontres que j'ai pu avoir pendant ces 30 dernières années, puisque j'ai commencé à travailler aux États-Unis en 82, donc ça remonte déjà un petit peu. Pour donner deux repères, la ferme sur laquelle j'ai démarré, que je continue à suivre, c'est maintenant le fils Greg qui fait l'exploitation. Savait très bien les engagements que j'avais, ce que je faisais en France, et même jusqu'aux États-Unis, parce qu'il m'arrive d'intervenir là-bas. Et en fait, ils étaient restés dans le conservation tillage que j'avais connu dans les années 80. Et le Greg a basculé dans le strip-till qu'à partir de 2014, parce que je l'ai pris dans son pick-up et je l'ai emmené voir des collègues à 30 km qui faisaient du strip-till et qui avaient une belle réussite. Donc ça amène déjà une première idée que lorsqu'on regarde un pays, on a été chercher, nous, des gens très avancés comme Dwayne Beck, comme Ray Archuleta, comme Steve Grove, comme David Brown. Et en fait, on avait l'impression, et on a l'impression quand on regarde l'étranger, que eh bien, ces leaders-là représentent l'ensemble du pays. Mais en fait, non, ce sont que quelques leaders, que quelques noyaux. Alors, peut-être qu'ils ont la même image quand ils regardent la France quand ils regardent l'Europe. Hein. Et donc, non, ces pays-là ont fait des changements importants. Mais ils sont restés que pour moi, dans la grande majorité, dans une approche plutôt économique de réduction du travail du sol, tout en agrandissant les surfaces. Alors, où je rejoins Olivier dans sa remarque, il y a une composante qui est très importante aujourd'hui, qui va vraiment booster l'affaire. On a déjà un certain savoir-faire, une certaine connaissance, il y a un bruit de fond qui était un petit peu partout sur la planète. Mais aujourd'hui, il y a un changement fondamental dans le contexte économique, avec le prix de l'énergie, avec le prix des engrais. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Moi, je l'ai vu 2 fois déjà
dans ma carrière d'agriculteur et d'agronome, une envolée forte de l'énergie change absolument la vision qu'ont les agriculteurs dans leur approche et dans leur pratique. Et dans des pays comme le Canada, alors pas le Québec, mais quand on va aller dans les grandes plaines canadiennes et à l'ouest du Canada, ou dans des plaines australiennes, l'augmentation de l'énergie et l'augmentation de l'azote, qui sont les ingrédients les plus importants dans le coût de production des céréales, va vraiment imposer des changements drastiques, voire on risque cette année d'avoir des zones qui ne sont pas implantées parce qu'il sera simplement pas rentable d'implanter lorsqu'on est capable de produire 1 tonne ou 2 tonnes de céréales à l'hectare. Tout simplement pour des histoires d'économie d'échelle, c'est-à-dire que la météo fait beaucoup aussi en plus de la fertilisation. Et effectivement, si le coefficient diviseur c'est le rendement, dans ces zones marginales, on n'a pas le choix, c'est soit on s'en passe et on fait l'impasse, soit effectivement il faut aller chercher des sols performants, une activité biologique performante pour arriver à produire malgré en fait ces envolées de coûts qui sont considérables. Et ce que je trouve rassurant, on en parlait la fois dernière en termes de stratégie, mais c'est que les zones à fort potentiel comme l'Europe de l'Ouest ont un avantage compétitif énorme de ce point de vue-là. Juste pour rester à l'étranger mais changer de continent, tu disais tout à l'heure que tu revenais du Brésil pour le café. Le Brésil, c'est aussi dans toutes nos têtes le pays du semi-direct, merveilleux, etc., que moi j'ai eu la chance de découvrir en 2009. Et d'ailleurs, j'ai été un petit peu vacciné. Ça m'a ça m'a permis de voir un peu la différence entre les concepts et la réalité. Et quelle est la vision aujourd'hui justement de cette agriculture brésilienne qui est en semi-direct, mais qui fait beaucoup de soja, beaucoup de maïs? Pour l'instant, au Brésil, en tout cas dans les visites que nous avons faites les mois derniers, on reste sur une agriculture très intensive dans son mode de fonctionnement. C'est plus la demande des clients qui est en train de faire bouger les choses. C'est-à-dire, il y a de plus en plus évidemment, il y a énormément d'exportations au Brésil. L'agriculture est massivement exportatrice. Et pour toutes les exportations, les cahiers des charges deviennent de plus en plus drastiques, de plus en plus difficiles à suivre pour eux, notamment en termes de résidus phytosanitaires. Donc en fait, c'est par ce biais-là que les choses sont en train de changer au Brésil. Savoir que, on veut produire des fruits, des légumes, des céréales, du soja, du coton, sans résidus, sans aucun résidu, ou avec des niveaux extrêmement faibles de résidus phytosanitaires. Ça impose de ne pas s'en servir, de ne pas utiliser le produit. Et comment fait-on pour faire l'impasse sur le produit ? Le Brésil, c'est aussi le premier pays qui utilise des produits biologiques pour protéger les cultures. C'est une culture qu'ils ont depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'en Europe. Il y a pas mal d'agriculteurs qui produisent eux-mêmes leurs solutions microbiologiques et ont leurs fermenteurs pour produire leurs solutions biologiques sur la ferme. Donc c'est quelque chose c'est dans leur culture, donc ça leur permet de s'adapter plus facilement. Mais il y a encore énormément de choses à faire en termes agronomie sur tous les points dont on a discuté au début de la conversation. Mais ce sont des choses qui peuvent bouger très vite. Les Brésiliens sont extrêmement pragmatiques. Les exploitations sont très grosses. Donc on fait vite bouger 200 000, 300 000, 400 000 hectares en voyant une dizaine de personnes. Donc un groupe de 10 agriculteurs, comme tu as l'habitude de suivre, ça peut vite faire 2 fois la surface de maïs de la Bretagne, ou des choses comme ça. Les chiffres sont assez faramineux pour nous, Européens, quand on regarde ça. Donc une évolution qui est à venir, qui est encore timide, mais qui va être, de mon point de vue, tirée par ces exportations et par ces contraintes. Ouais, j'ai à peu près le même regard sur le Brésil, que je connais un petit peu moins que l'Amérique du Nord. En fait, il faut quand même être conscient de la performance qu'ils ont réussi à développer l'agriculture en l'espace d'une trentaine d'années. Ils ont fait quand même quelque chose de remarquable. Ils sont devenus la première ou la deuxième puissance agricole au niveau mondial. C'est quand même un exploit, il faut le reconnaître. Alors automatiquement,
il y a des effets secondaires. On a été croqué un peu dans les steppes, on a peut-être été croqué un peu sur la forêt amazonienne, etc. Mais il y a un énorme progrès et heureusement qu'ils l'ont fait principalement en agriculture simplifiée et en semi-direct. Ça a permis de limiter l'érosion. Donc en quelque sorte, la vision que j'ai du Brésil, c'est qu'ils ont réussi leur révolution verte. Simplement, ils sont passés dans une agriculture peu intensive en matière de travail du sol, voire sans travail du sol. Mais on a l'engrais, on a les phytos, on a la génétique, on a tout ça qui était lié à cela. Ils avaient un avantage, et ils l'ont encore, c'était de partir sur des terrains vierges. Quand on prend l'exemple du Paraná, on était d'abord sur de la production de café et puis 25 ans, on a, à cause d'une grosse gelée, ça a remis en question un peu toute la production de café. On est parti sur des céréales, du maïs et du soja. Et en fait, aujourd'hui, en colonisant des terrains entre guillemets vierges de céréales, ou de certaines productions, on a un bénéfice en matière de salissement et on a un bénéfice en matière de ravageurs qui était important. On le voit aussi en viticulture, dans beaucoup des pays jeunes où on arrive sur des milieux qui sont assez vierges et on peut partir dans des conditions assez favorables. Par contre, au bout de 10, 15, 20 ans, la réalité rattrape. Et donc, on a vu, entre autres, dans le Mato Grosso, monter la couverture des parcelles en soja en fongicide, parce que les premières années, c'était miraculeux. On n'avait pas besoin de traiter. Et progressivement, on vient à 1, 2, voire 3, voire 4 fongicides. Et donc là, on voit bien qu'il va falloir intégrer des pratiques beaucoup plus raisonnables pour arriver à amener de la diversité, pour réduire un peu ces pratiques phytosanitaires et ces pratiques, gérer un peu ce qu'on discutait en première partie, cette diversité au niveau du sol, pour apporter un peu plus de santé au végétal. Ceci étant dit, je suis tout à fait d'accord avec la remarque d'Olivier. Il ne faut pas les sous-estimer. Ce sont des agricultures avec des politiques très pragmatiques, exportatrices. Et s'il faut changer, dès qu'ils ont repéré des signes intéressants, ça peut changer très 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 vite. C'est un peu la même remarque que je pourrais faire sur la Chine, par exemple. S'ils détectent qu'il y a des intérêts à un certain moment, comme il y a beaucoup de planification, on peut planifier très vite beaucoup de bien sans discussion, ou on peut planifier beaucoup de mal. Mais c'est l'intérêt des planifications. Ok, merci beaucoup. Avant de vous laisser à tous les deux le mot de la fin, donc je voulais vous dire que vous retrouverez, pour ceux que ça intéresse, dans la description du lien, le programme de recherche-développement dont tu nous donneras le nom. Vous dire aussi que de notre côté écosystème, on a sorti notre nouveau catalogue de formations. Donc vous trouverez une trentaine de formations sur tous ces sujets-là pour vous accompagner au quotidien dans votre transition. Et puis je vous laisse le mot de la fin. Je vais te laisser le dire Olivier, puis Frédéric. Merci Mathieu. Le programme participatif s'appelle Fondation pour 2 raisons. Parce qu'on estime que c'est le premier et que c'est important de créer ce réseau mycélien pour tout un tas de raisons et d'utilisation après. Donc c'est une fondation intéressante. Et c'est un clin d'œil à Isaac Asimov, une série de science-fiction où ce sont les gens qui ont le moins de ressources qui s'en sortent le mieux parce qu'ils sont obligés d'être intelligents. Donc pour conclure, je voudrais dire que l'activité biologique, malgré tout ce qu'on a dit, c'est essentiel au niveau de l'alimentation des cultures et qu'on retrouvera certainement des intérêts même au niveau des animaux, même à notre niveau. Aujourd'hui, on commence à parler avec l'agriculture régénératrice de plus en plus de la santé des sols, mais également la santé des plantes et qui peut apporter jusqu'à la santé des animaux et la santé des humains. Ça se cultive et donc avec l'agriculture de conservation on fait déjà beaucoup dans ce sens-là et à nous de continuer de pousser
la diversité et la qualité de cette activité biologique des sols, éventuellement avec l'aide de collaborateurs comme Olivier et Dalman. Merci à tous. En attendant de nous retrouver au mois de janvier, et là normalement on devrait parler de chasse, donc on va aussi parler de biodiversité, mais un petit peu différemment. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt.